Quelle femme pourrait bien me mettre au lit de force? Ses yeux brillaient d'une lueur malsaine et excitée. Elle a sorti une bouteille d'alcool médicinal, identique à celle des parents de ma meilleure amie. Elle peut tomber enceinte, et moi aussi. Chérie, il est temps de faire des heures supplémentaires. La raison? Ma richissime épouse m'avait prêté à sa meilleure amie pour qu'elle échappe à la pression du mariage. Le résultat fut que les parents de mon amie avaient fini par droguer notre repas. L'irréparable avait été commis. Et maintenant, elle m'avait complètement volé. Elle est tombée enceinte de mon enfant, j'ai fait mes valises pour m'enfuir, mais ma femme m'a rattrapé et jeté sur le lit. Dans l'immense villa, attablés tous les trois, nous rions et discutions joyeusement. Dit Matteo, ce porc aigre-doux est une merveille, croustillant à l'extérieur et si tendre à l'intérieur. L'équilibre entre le sucré et l'acide est tout simplement parfait. Luna enchaînait les compliments, tout en s'empiffrant de viande. Ses jolies joues étaient gonflées, comme celles d'un hamster gourmand. Mon épouse, la très élégante Isabella, a saisi un morceau de poisson avec ses baguettes, jetant un regard en coin vers ma voisine. Agacée, elle a lancé: La nourriture ne suffit donc pas à te faire taire? Tu viens chez moi tous les jours. Ne serais-tu pas tombée amoureuse de mon Di Matteo? Non, j'ai failli recracher la soupe que je venais d'avaler. Luna, sans se démonter, a avalé sa bouchée avant de répondre avec franchise. Comment ça? Tout au plus je l'enchaînerai pour en faire mon chef personnel. Isabella m'a aussitôt tiré contre elle, comme pour protéger son bien, affirmant sa propriété. C'est mon chef privé, et mon très cher mari. Tu veux toujours l'enchaîner? Non, tu ne peux pas? Ou alors, il faudra y mettre le prix. Les voir se chamailler pour un rien m'a fait sourire. Mon esprit est retourné un mois en arrière. Cette expérience était plus folle que n'importe quel roman. Je suis Di Matteo, un réincarné avec les souvenirs de ma vie antérieure, qui a lutté pendant 20 ans dans ce monde. Ma plus grande réussite a été de devenir un mari entretenu par ma richissime épouse. Autour de moi, tout le monde pensait que je n'étais qu'un simple substitut. Un remplaçant qui ressemblait à 70 ou 80% à l'amour de jeunesse de ma femme Isabella, un certain Ricardo. Quand ce fameux Ricardo, le soi-disant original, m'a retrouvé, je m'étais préparé mentalement à être mis à la porte. Mais qui aurait pu imaginer que la situation se retournerait aussi vite? Pour être précis, le véritable amour de jeunesse d'Isabella au lycée. C'était moi, et Ricardo n'était qu'un simple figurant dans notre histoire. Lorsque la vérité a éclaté, désespéré et acculé, il a voulu droguer Isabella pour la forcer à l'irréparable. Évidemment, ma femme n'a pas hésité une seconde et l'a envoyée en prison goûter à la nourriture de l'État. Pendant les 15 jours où Ricardo me cherchait des ennuis, pour ma sécurité, Isabella m'a envoyé me réfugier chez sa meilleure amie, Luna. Avant ça, Luna et moi nous connaissions à peine. Nous n'étions même pas vraiment proches. Elle avait toujours l'air froide, m'ignorait et dégageait une arrogance qui tenait tout le monde à distance. Je ne m'attendais pas à ce que le vrai visage de cette déesse de glace soit celui d'une gourmande casanière. Avec mes talents culinaires, un seul repas a suffi pour conquérir son estomac. Durant ces jours, elle me traitait comme le dragon des 7 boules de cristal qui exauce tous les vœux. Elle me commandait des plats sans arrêt, de la cuisine du Sichuan à la cuisine cantonaise, d'un banquet français au plat japonais. Tous ses plats favoris y passaient, mais heureusement, elle avait un minimum de conscience. J'étais confiné seul, alors c'est elle qui m'apportait chaque jour toutes sortes d'ingrédients frais. En échange, je lui préparais 3 délicieux repas et 2 collations. C'est ainsi que j'ai passé 15 jours de bonheur, enfermé avec la meilleure amie de ma femme. Qui aurait pu deviner que juste au moment de mon départ, un accident allait se produire? Je ne pouvais pas sortir et la vie était d'un ennui mortel. Elle jouait avec moi, regardait des films et enchaînait les longues séries télévisées. Durant cette période monotone, j'avais enfin quelqu'un avec qui partager mes joies et mes peines. Après l'incarcération de Ricardo, j'ai moi aussi été libéré, mais notre petit monde à deux avec Isabella a soudainement accueilli une nouvelle personne, Luna. C'était comme un parasite, un pot de colle sans gêne qui venait squatter chez moi tous les jours pour manger gratuitement. Elle mangeait à s'en faire exploser le ventre, et parfois, elle ne rentrait même pas chez elle. La journée, quand Isabella partait travailler, elle s'emparait du canapé du salon et jouait avec moi. Et à l'heure des repas, je devais me résigner à être le chef cuisinier attitré de madame. Mais le plus absurde, c'était la nuit. Cette fille me volait ma propre femme, Isabella. Non seulement elle se faufilait sans aucune honte dans notre chambre, mais elle occupait le grand lit où Isabella et moi dormions. Et elle insistait, avec un toupet incroyable, pour dormir avec ma femme. Mauvaise nouvelle, c'est fichu. Ma femme est sur le point de devenir la femme de quelqu'un d'autre. Bonne nouvelle, c'est une femme. Mon esprit revint au présent. Luna avait posé ses couverts et ses yeux brillants fixaient Isabella. Et si tu me le prêtais pour un petit moment, je peux? Elle s'était approchée d'Isabella, négociant très sérieusement. Ne t'inquiète pas, je te garantis que je te le rendrai en parfait état, sain et sauf. Isabella haussa un sourcil, posa ses baguettes et regarda tranquillement sa meilleure amie qui faisait l'idiote. Dis-moi, pourquoi tu en as besoin? Luna déglutit avec difficulté. Une rare lueur de gêne apparut sur son visage. Ce ne sont pas mes parents. Pour être exact, c'est mon maudit petit frère. Il a 1 an de moins que moi, et il est déjà marié.
Mes parents me mettent maintenant une pression monstre. Ils me harcèlent tous les jours comme si je leur devais de l'argent. Sur ce, elle poussa son bol avec détermination. Elle se leva et s'assit à côté d'Isabella, lui agrippant le bras et la secouant avec force. Sa voix devint immédiatement douce et mielleuse. Isabella, ma chère Isabella, tu veux bien me prêter ton mari juste pour sauver la face? Tu sais bien que je suis une casanière, tout comme toi. À part manger, je ne fais que jouer. Je n'ai aucun ami de sexe masculin. Parmi toutes les personnes que je connais, le seul qui soit un minimum à mon goût est présentable à ma famille. C'est probablement ton mari, pas vrai? S'il te plaît, prête-le-moi, juste pour m'en servir un peu. Son attitude mielleuse me donnait la chair de poule. Cette femme changeait de visage plus vite que l'on ne tourne une page. De toute évidence, Isabella appréciait cette comédie, mais elle garda un air sérieux. Elle leva un doigt et tapota le front de Luna. D'accord, te le prêter n'est pas un problème, que tu l'utilises temporairement non plus. Son ton changea, et son regard se tourna vers moi avec une autorité incontestable. Mais tu dois te souvenir d'une chose, tu dois me le rendre en un seul morceau, sans qu'il ne lui manque quoi que ce soit. Il est entièrement ma propriété. Il ne peut pas lui manquer ne serait-ce qu'un cheveu. Luna se détacha aussitôt d'elle et se mit au garde, à vous, telle une soldate bien entraînée. Compris. Ne t'en fais pas, peu importe s'il me manque quelque chose à moi, mais lui, il sera intact. Pendant tout ce temps, j'étais resté là, planté comme un piquet, incapable de placer le moindre mot. Je n'avais pas le choix. Après tout, qui m'a demandé d'être un homme entretenu? Le ciel et la terre ont beau être immenses, c'est toujours ma femme qui a le dernier mot. Vu l'envie dans ses yeux, comment aurais-je pu refuser? Luna quitta l'encadrement de la porte et s'avança vers moi, pas à pas. Un parfum léger et subtil vint chatouiller mes narines. Ses beaux yeux brillaient d'une lueur malicieuse, comme ceux d'un renard qui prépare un mauvais coup. Et si ça devenait réel? Sa voix se fit plus basse, presque un murmure. Son ton était teinté d'une moquerie amusée. Alors, on ne devrait pas être bien préparé? Son souffle frôla ma joue, et mon cœur s'emballa. J'ai reculé d'un demi-pas, instinctivement, souriant pour masquer ma nervosité. Si ça devient réel, je crains qu'Isabella ne me découpe en 100 morceaux. À ce moment-là, seul toi pourras me sauver. Et mène-moi loin, fugon, jusqu'au bout du monde. Ce n'était qu'une plaisanterie. Mais contre toute attente, Luna me tapa sur l'épaule, les yeux pétillants d'enthousiasme. Bien sûr, mon chéri. Évidemment que j'assume mes responsabilités. Elle releva le menton et fit un grand geste de la main. En route! Partons ensemble au bout du monde. J'ai donc pris la modeste Porsche d'Isabella, et j'ai conduit cette petite amie d'un jour vers ce qu'elle appelait l'antre du dragon. La maison de Luna se trouvait dans un quartier de villa très chic. Ses parents semblaient bien plus aimables que je ne l'imaginais. Ils affichaient un sourire chaleureux, sans la moindre trace de l'arrogance des riches. À peine avais-je franchi le seuil qu'ils m'ont fait asseoir. Allez Mathéo, assieds-toi, je t'en prie. Ne sois pas timide, fais comme chez toi. La mère de Luna me servit du thé, tout en me jaugeant d'un air amusé. Son père, lui, alla droit au but, me demandant sans détour, dis-moi Mathéo, Luna nous a dit que tu étais diplômé de l'université. Du Dorado? Mon cœur fit un bond. La comédie commence. J'ai hoché la tête, suivant le scénario que Luna m'avait préparé. Le spectacle pouvait commencer. Oui, monsieur. Je suis bien diplômé de l'université du Dorado. J'ai prononcé ces mots avec une grande assurance, car tout était vrai, à l'exception du fait que je suis professeur. Au lycée. Oh, vraiment? Tu es donc un étudiant brillant. Ses parents échangèrent un regard. Le sourire sur leur visage s'élargit encore plus. Quelle belle famille d'érudits. C'est parfait pour élever des enfants. À table, je fus traité comme un roi. La mère de Luna n'arrêtait pas de remplir mon assiette. La nourriture dans mon bol formait une véritable montagne. Son père discutait avec moi de toutes sortes de sujets, des concepts éducatifs aux problèmes de société actuels. Alors, comment vous êtes-vous? Rencontrés tous les deux? Demanda soudain la mère de Luna. À côté de moi, Luna ne pensait qu'à manger. Elle ne semblait avoir aucune intention de m'aider. Je devais improviser sur le champ. Luna et moi, nous sommes rencontrés à un club de lecture. J'ai tout de suite senti qu'elle était très spéciale. Sa personnalité est si franche, différente des autres filles. Je cherchais mes mots, essayant de rendre mon mensonge crédible. Depuis combien de temps sortez-vous ensemble? Presque un an. Et que penses-tu de notre Luna? J'ai jeté un œil à Luna, la bouche pleine, et je l'ai complimentée à contre-cœur. Luna est une fille géniale. Même si elle a parfois l'air d'une enfant, son cœur est en réalité très sensible, et elle est très gentille. Luna leva soudain la tête et me regarda. Son regard était complexe. Puis elle a rapidement baissé les yeux, faisant semblant de s'étouffer avec un morceau de côtelette, et se mit à tousser bruyamment. Après le repas, j'ai eu l'impression que ma performance méritait un Oscar. Le regard des parents de Luna s'était métamorphosé. Ils ne me voyaient plus comme un simple prétendant, mais presque comme leur propre fils. Leur satisfaction était palpable. À la fin du dîner, sa mère m'a pris la main avec une chaleur touchante. Mathéo, ne pars pas ce soir, reste donc à la maison.
Nous avons une chambre d'amis. Avant même que je puisse refuser, Luna s'est levée d'un bond. Elle s'est empressée de dire: Maman, non. Il a une réunion très importante à l'école demain matin. Il doit vraiment partir tôt. Et tout en parlant, elle me tirait déjà vers la sortie. Ses parents ont regardé leur fille avec un mélange de déception et d'impuissance avant de soupirer. Ce n'est qu'une fois de retour dans la voiture que j'ai pu enfin pousser un soupir de soulagement. Je sentais ma chemise collée à mon dos, trempée de sueur. C'est moi qui conduisais pour nous ramener à la villa d'Isabella. Je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un œil à ma petite amie d'un jour, qui semblait très satisfaite sur le siège passager. Ma performance d'aujourd'hui était plutôt convaincante, non? Un vrai chef-d'œuvre, on a atteint un niveau fraternel. J'ai eu l'impression que tes parents voulaient nous traîner à la mairie sur le champ. Luna s'est nonchalamment adossée à son siège et a levé son pouce vers moi. Un sourire s'est dessiné sur ses lèvres. Oui, 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 grand acteur, tu as bien travaillé. De retour à la villa, notre vie à trois a repris son cours. Isabella était toujours cette PDG autoritaire et possessive. Et moi, j'étais toujours le chef privé qui gravitait autour d'elle. On jouait ensemble, et elle passait son temps à hurler sur le débutant que j'étais. Quelques jours plus tard, le dîner. Une scène familière, une odeur familière, mais ce soir-là, Luna était étrange. Elle touchait à peine à ses baguettes, regardait Isabella avec insistance, avant de s'accrocher à son bras et de la secouer. Sa voix était mielleuse à souhait. Isabella, ma chère Isabella. Isabella, prise de vertige à force d'être secouée, la regarda d'un air agacé. Qu'est-ce qui se passe? Accouche. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Eh. Luna eut un rire flatteur. Dis, ton mari de la dernière fois, c'était bien, mais. Même un sac à main a un service après-vente. Ton mari ne pourrait pas en avoir un lui aussi? Laisse-le-moi l'emprunter encore une fois. J'ai failli m'étouffer avec ma soupe. Emprunter un mari avec une garantie. Qui l'aurait cru? Isabella posa son bol, fronça les sourcils et la dévisagea avec méfiance. Qu'est-ce que tu as encore manigancé? Ce n'est pas moi qui cherche les ennuis, ce sont mes parents. Luna prit un air pitoyable. Demain, ils veulent organiser ce qu'ils appellent un dîner de famille. Ils ont dit que mon frère et ma belle-sœur viendraient. Et ils ont bien insisté pour que je l'amène avec moi. À la fin de sa phrase, elle me pointa du doigt. Je ne pouvais pas refuser. Ils t'ont complètement adopté. Ils n'arrêtent pas de dire à quel point ils sont satisfaits de leur gendre. Le regard d'Isabella balaya la scène, pesant clairement le pour et le contre de la situation. Finalement, elle ne put résister aux supplications de Luna. Elle soupira et céda. C'est bon, j'abandonne. Les conditions sont les mêmes que la dernière fois. Souviens-toi bien. Elle leva un doigt et le posa sur ma poitrine, avant de le pointer vers Luna. Tu me le ramènes en un seul morceau. S'il lui manque ne serait-ce qu'un cheveu, je ne te le pardonnerai pas. Pour la deuxième fois, je me préparais donc à aller chez Luna. Mon premier réflexe a été de vérifier le coffre pour voir si les cadeaux étaient prêts. On n'a pas besoin d'apporter de cadeaux cette fois, ai-je demandé à Luna alors qu'elle me pressait de monter en voiture. Elle a balayé ma question d'un geste de la main, l'air de rien. Pas la peine. C'est juste un dîner de famille, un simple repas entre nous. Allez, dépêche-toi. Contente-toi d'arranger un peu ta tête, en la voyant. Une certaine quiétude s'installa en moi, mon anxiété s'était apaisée. La voiture glissa doucement, dans l'allée de la somptueuse villa de Luna. Ses parents nous accueillirent avec la même chaleur débordante, mais une fois dans le salon, aucune trace de son frère, et de sa belle-sœur. Seuls ses parents se tenaient là, nous fixant avec un grand sourire. Luna parut déconcertée, son regard balayant la pièce, perplexe. Où sont passés mon frère et ma belle-sœur? La mère de Luna s'approcha, lui prenant affectueusement le bras. Son ton était d'un naturel désarmant, comme si elle parlait de la pluie et du beau temps. Oh, tu sais, l'entreprise de ton frère a eu une urgence. De dernière minute. Sa femme a dû l'accompagner. Ils n'ont pas pu venir. Puisque nous étions là, impossible de faire demi-tour. Le père de Luna m'interpella. Déjà avec un sourire radieux. Viens t'asseoir. Les plats furent servis. En un éclair, recouvrant toute la table. Il se tourna ensuite vers un vieux buffet, et en sortit. Une bouteille en verre à moitié opaque. Il fit sauter le seau de cire. Rouge, et une odeur puissante, un mélange suffocant de plantes médicinales. Et d'alcool envahit instantanément toute la salle à manger. Allez Mathéo! Il me servit un verre à ras-bord avec un entrain suspect. Le liquide ambré, sous la lumière, paraissait presque trop invitant. Ceci est une liqueur précieuse que ton beau-père conserve. Depuis plus de 10 ans. Sans ta venue, je n'aurais jamais osé l'ouvrir. Ce soir, nous allons boire comme un père et son fils. Mon cœur se serra. Toute cette scène ne présageait rien de bon. Je me penchai pour observer la bouteille, et un seul coup d'œil suffit à me glacer le sang. Cistanche, épimédium, Rhémania. Jusque-là, rien d'anormal. Mais qu'est-ce qui macérait? Tout au fond de la bouteille? Pénis de chien, de taureau, de cheval, de cerf. J'ai même cru voir une chose qui ressemblait à un pénis de tigre. Ce n'était pas de la liqueur, c'était de toute évidence une potion de vigueur surpuissante. J'ai compris sur le champ, ce dîner de famille était en réalité un véritable guet-apens. L'objectif était de me faire boire jusqu'à plus soif, mais le verre du père de Luna était déjà posé devant moi. Son visage,
souriant et insistant ne me laissait aucune possibilité de refuser. Je n'ai pu qu'esquisser. Un sourire forcé. J'ai serré les dents et saisi le verre. Mon oncle, vous êtes trop aimable. J'accepte votre invitation. Je pris une petite gorgée du breuvage. Une vague de chaleur brûlante déferla dans ma gorge jusqu'à mon estomac. Presque immédiatement, un étrange courant chaud commença à se diffuser dans mes membres, parcourant l'intégralité de mon corps. Vite, vite, Matteo, tu ne peux pas boire sans manger. Mange donc un peu. La mère de Luna, tout sourire, se mit à remplir mon assiette. Ses gestes étaient si rapides que je n'eus aucune chance de m'y opposer. Une montagne d'huîtres énormes et juteuses s'amoncela dans mon bol. Celles-ci viennent de l'étranger par avion. Elles sont extra fraîches. Un homme se doit de bien manger. Puis ce fut le tour d'un plat de cerf en ragoût. Ce cerf vient de notre propre ferme, fraîchement abattu. C'est très nourrissant. Suivirent de la viande de chèvre sautée et des œufs brouillés. À la ciboulette. Le père de Luna trinquait avec moi verre après verre. La mère de Luna, quant à elle, ne cessait de rajouter de la nourriture dans mon bol. Le couple était parfaitement coordonné. L'un était chargé de me saouler, tandis que l'autre s'occupait de me gaver. Leur enthousiasme était si oppressant qu'il m'étouffait. Pas pour longtemps. Puis, ma tête est devenue incroyablement lourde. Lentement, ma conscience a commencé à s'estomper. Ma vision se dédoublait. Une chaleur terrible, comme des flammes, parcourait tout mon corps. Oncle, tante, pardonnez-moi. Je me suis agrippé à la table. Des gouttes de sueur perlaient déjà sur mon front. On dirait que j'ai un peu trop bu. J'ai si chaud. Je voudrais aller me reposer. C'était mon tout dernier appel à l'aide. Luna aussi a semblé remarquer que quelque chose clochait. Elle a posé ses baguettes, le front plissé par l'inquiétude. Papa, maman, arrêtez de le faire boire. Vous voyez bien qu'il ne se sent pas bien. Je vais l'emmener se reposer à l'étage. En disant ça, elle a essayé de se lever pour m'aider. Oh, ma chérie, quelle est cette précipitation? La mère de Luna l'a aussitôt retenue, lui servant un autre gros morceau de viande. Tu n'as pas encore assez mangé. Je sais que tu es une petite gourmande. Mange encore un peu. Au même moment, le père de Luna a levé son verre, le regard fixé sur elle. Ma fille, ça fait si longtemps que nous n'avons pas bu ensemble. Juste toi et moi. Viens trinquer avec moi. Un seul verre. Luna était prise en tenaille par ses propres parents. Elle s'est retrouvée complètement immobilisée, et j'ai vu de mes propres yeux la mère de Luna se lever. Elle s'est approchée de moi avec un sourire et m'a fermement pris le bras. Tout va bien, ne t'en fais pas. Les jeunes ne doivent pas être si têtus. Si tu as trop bu, va donc te reposer. Sa voix résonnait doucement à mon oreille, mais elle sonnait comme le murmure d'un démon. Tati va s'occuper de toi. C'est ainsi que la mère de Luna m'a entraîné. Son bras était doux, mais sa poigne était d'une force irrésistible. Ma tête semblait remplie de plomb. Tout tournait autour de moi. Je distinguais à peine ce qui m'entourait. Elle m'a emmené au deuxième étage dans une chambre. Dès qu'elle a ouvert la porte, un parfum subtil a envahi mes narines. Ce n'était pas un parfum, mais l'odeur sucrée si caractéristique d'une jeune fille. Un mélange de gel douche et de sa propre fragrance corporelle. Matteo, repose-toi bien ici. Elle m'a aidé à m'allonger sur le lit. Mon corps était mou, s'effondrant sur le matelas moelleux. Le lit était juste à côté de la fenêtre. Une bouffée d'air frais a caressé mon visage brûlant, m'offrant un très court instant de lucidité. Allongé là, j'ai observé la pièce, l'esprit confus. Du papier peint rose, un bureau rempli de poupées et de bandes dessinées. Ce parfum familier dans l'air a soudain déclenché une alarme stridente dans ma tête. C'est la chambre de Luna. Au moment où j'ai tenté de m'asseoir, le feu dans mon corps est devenu encore plus violent. Mes membres étaient aussi mous que de la boue liquide. Je n'avais même plus la force de bouger un seul doigt. En bas, j'entendais le père de Luna qui insistait lourdement pour qu'elle boive. Luna, ma fille, ça fait une éternité. Allez, viens boire un verre avec ton père. Juste un seul verre. Mais Luna ne tenait absolument pas l'alcool. Le genre de personne qui est ivre après un seul verre de cet alcool surpuissant, elle n'a pas pu résister. Très vite, sa tête tournait et son visage était devenu tout rouge. Peu de temps après, la porte de la chambre s'est de nouveau ouverte. La mère de Luna soutenait sa fille, qui avançait en titubant. Maman, j'ai très mal à la tête. La voix de Luna était pâteuse et faible, presque enfantine. Si tu as trop bu, va vite te reposer. La voix de sa mère était faussement douce. Elle a aidé Luna à s'approcher du lit. Et juste au moment où Luna allait s'allonger. Sa mère a semblé se souvenir de quelque chose. De sa poche, elle a sorti un petit flacon de pilule. Elle en a tiré une unique pilule noire. Prends ça. Elle m'avait guidé jusqu'à ce lit. Mon corps s'était effondré sur le matelas moelleux, juste à côté de la fenêtre. Un cachet pour la gueule de bois. Sinon demain, tu auras mal à la tête. Dans le noir, je ne distinguais pas bien l'expression de Luna, mais je pouvais entendre sa voix douce et touchée. Tu es vraiment la meilleure, maman. Elle ne se doutait de rien. Elle a avalé le cachet d'un trait, puis s'est retournée, titubant vers l'autre côté du lit, celui près de la porte. Sans allumer la lumière, elle s'y est effondrée aussitôt, laissant échapper un soupir de bien-être. Sa mère nous a observés, tous les deux allongés. Un sourire suffisant s'est dessiné au coin de ses lèvres. Puis elle est sortie de la chambre en silence. Clic.
Un léger bruit métallique a retenti. C'était le son de la porte qu'on fermait à clé. Juste après, sa voix a filtré de derrière la porte, murmurant pour elle-même avec une excitation contenue. Si facile. Le tour est joué. On verra bien s'il ne se marie pas maintenant. Le vent frais de la fenêtre a un peu dissipé le chaos dans mon esprit, mais le brasier qui brûlait dans mon corps n'en est devenu que plus intense. Ma raison me hurlait de fuir, mais mon corps semblait possédé, brûlant, incontrôlable. Un vide indescriptible s'est répandu depuis la moelle de mes os. J'étais piégé. À côté de moi, Luna a aussi commencé à montrer des signes étranges. Ce qu'elle avait avalé n'était pas un cachet pour la gueule de bois, c'était de toute évidence bien plus puissant que l'alcool que j'avais bu. Elle a commencé à se tourner et se retourner, laissant échapper des gémissements de malaise. La température de son corps grimpait en flèche. Dans le noir, j'ai entendu le bruit de tissu qu'elle déchirait. Le parfum sucré de la jeune fille s'est alors mêlé à la chaleur de son corps, agissant comme un catalyseur fatal qui m'envahissait sans pitié. Mon corps fiévreux cherchait instinctivement quelque chose de frais pour apaiser ce feu. J'ai tâtonné sur le lit et son corps brûlant a directement étreint le mien. La lumière du matin filtrait à travers les fentes des rideaux, dansant sur mes paupières. Ma tête me faisait un mal de chien. Les séquelles de l'ivresse rendaient ma conscience brumeuse. Je sentais seulement quelque chose de chaud et de doux dans mes bras. Un parfum familier flottait dans l'air. Ce n'était pas l'odeur d'Isabella. J'ai ouvert les yeux d'un coup. La première chose que j'ai vue fut le visage endormi de Luna, juste en face du mien. Ses longs cils frémissaient. Elle fronçait encore les sourcils dans son sommeil, et nous étions enlacés. Mon cerveau a littéralement explosé. Presque au même instant, elle s'est réveillée aussi. Ses beaux yeux sont passés de la somnolence à la stupeur en une fraction de seconde. Ah! Un cri perçant a déchiré le silence du matin. Immédiatement après, un claquement sec a retenti. Ma joue gauche me brûlait. Le choc m'a laissé sonner. Avant que je puisse ouvrir la bouche pour m'expliquer, elle s'est redressée brusquement. Elle a tiré maladroitement la couverture pour se cacher, mais son mouvement était trop brusque. Une douleur aiguë venue d'en bas lui a arraché un hoquet de souffrance. Son joli visage s'est tordu dans une grimace. Aussitôt, mon regard s'est posé malgré moi, sur le drap juste en dessous de nous. Plusieurs fleurs d'un rouge éclatant tachaient le tissu blanc, telles des fleurs de prunier écloses sur la neige, témoignant de tout ce qui s'était passé cette nuit. C'était fini. L'air est devenu d'un calme mortel. Je pouvais même entendre les battements de mon propre cœur. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai ouvert la bouche, mais aucun son ne sortait de ma gorge nouée. C'est Luna qui a brisé le silence. Sa voix, bien que brisée par les sanglots, était chargée d'une détermination de fer. Elle a murmuré: « Matteo, tu dois prendre tes responsabilités. » Elle me fixait de ses yeux, rougit. Et surtout, Isabella ne doit rien savoir. À cet instant, ma tête était une pure pagaille. Je n'ai pu qu'acquiescer. D'accord, je serai responsable. Je le serai. Comment aurais-je pu refuser? J'étais encore chez elle. Et qui sait, ce couple, prêt à tout pour avoir un petit-fils, n'avait pas hésité à droguer sa propre fille. Il m'aurait enterré vivant dans le jardin, si j'avais osé dire non. Nous nous sommes rhabillés à la hâte, comme deux lycéens pris sur le fait. En descendant, les parents de Luna étaient déjà à table. Ils nous regardaient avec une gentillesse déconcertante. C'était comme s'ils contemplaient une œuvre d'art parfaite. Vous êtes réveillés? Venez déjeuner. Votre tante a préparé du porridge juste pour vous, a souri sa mère, avec une douceur glaçante. La colère que Luna contenait depuis le matin a finalement explosé. Elle a frappé la table. Mais quel genre de parents? Êtes-vous drogué votre propre fille? Mais ils n'ont pas bronché, souriant, et nous servant comme si de rien n'était. Je n'ai pas pu avaler une bouchée de ce petit déjeuner insoutenable. De retour à la villa d'Isabella, tout était différent. Si, avant, Luna n'était qu'une invitée régulière, elle était désormais devenue la seconde maîtresse des lieux. Elle ne partait plus. Notre relation était devenue extrêmement tendue. Toute l'après-midi, nous avons essayé de garder nos distances, mais nos regards ne cessaient de se croiser malgré nous. Dans ses yeux, il y avait de la honte, du ressentiment et une émotion complexe, indéfinissable. Chaque regard échangé était comme une décharge électrique, provoquant des étincelles brûlantes. Tourmenté, je me suis réfugié dans la cuisine pour préparer le dîner, essayant d'utiliser le bruit du couteau pour masquer le tumulte dans mon esprit. Pourtant, je le savais. J'avais tenté de préserver une dernière limite, de ne rien laisser se passer. Avec elle dans la villa d'Isabella. Mais je comprenais maintenant, très clairement, qu'un fil indestructible nous liait. Un fil dont l'autre extrémité était reliée à Isabella, qui, elle, ne se doutait absolument de rien. Un mois s'est écoulé depuis ce jour. Un mois où j'ai vécu comme si je marchais sur un fil. Sous mes pieds, un abîme de 10 000 mètres de profondeur, et je n'avais rien pour garder l'équilibre. Luna s'est installée à la villa de manière encore plus assumée. Elle considérait cet endroit comme sa propre maison. La relation entre nous trois est devenue incroyablement fragile. En journée, nous nous asseyions encore dans le salon, jouant ensemble, mais les taquineries et les plaisanteries d'avant avaient disparu.
remplacé par un silence étouffant. Une odeur de poudre invisible flottait constamment dans l'air. Nous maintenions avec soin une paix de façade. Personne n'osait allumer la mèche. Et moi, j'étais toujours chef personnel. Sauf que mon état d'esprit en cuisinant était bien différent d'autrefois. Ce soir-là, comme d'habitude, j'ai préparé une table remplie de plats. Nous trois, nous étions assis à table. Isabella, fidèle à elle-même, savourait chaque plat avec une grâce infinie. Moi, à l'inverse, je jouais avec le riz dans mon bol, l'esprit ailleurs. Luna semblait étrange aujourd'hui. Elle touchait à peine ses baguettes. Son plat préféré, les travers de porc aigre doux, était juste devant elle. Mais elle n'y avait pas touché. Elle gardait la tête baissée, le teint légèrement blême. De ses baguettes, elle ne faisait que tripoter le riz dans son bol. Soudain, elle porta la main à sa bouche. Son estomac s'est noué et un haut-le-cœur a brisé le silence pesant. Elle n'a rien rendu, se contentant de tousser lourdement plusieurs fois. Des larmes ont perlé au coin de ses yeux. Isabella a immédiatement posé ses baguettes, se penchant vers elle, inquiète, et lui a tapoté doucement le dos. Luna, ça va? Tu as mangé quelque chose qui ne passe pas? Elle a froncé les sourcils. Non, ce n'est pas ça. Quand on a fait les courses ensemble tout à l'heure, tu as eu la même chose. Tu t'es plainte plusieurs fois de ne pas te sentir bien. Tu dois être malade. Après le dîner, je t'emmène à l'hôpital pour un contrôle. Ces mots, je t'emmène à l'hôpital, ont résonné dans ma tête comme un coup de tonnerre. Un frisson glacial a aussitôt parcouru tout mon corps. Des perles de sueur froide sont apparues sur mon front. C'était la fin. Une seule pensée tournait en boucle dans mon esprit. Se pourrait-il que j'ai tiré le gros lot? Il était hors de question qu'Isabella l'emmène. Mon cerveau tournait à plein régime. J'ai réagi au quart de tour pour éviter la catastrophe. Isabella, et si c'était moi qui l'accompagnais? Tu ne dois pas aller à l'entreprise cet après-midi pour des dossiers, ne perds pas ton temps avec ça. À peine avais-je prononcé ces mots que le visage d'Isabella s'est assombri. Elle s'est retournée, et son regard perçant m'a fusillé, plein de mépris et d'interrogation. J'ai eu tant de mal à obtenir quelques jours de congé. Et tu voudrais déjà me renvoyer travailler? Sa voix était glaciale, chaque mot était comme un poignard de glace qui me transperçait le cœur. Et puis toi, emmener Luna? Est-ce vraiment ta place d'accompagner une jeune femme chez le médecin? Un sourire narquois s'est dessiné sur ses lèvres, juste avant qu'elle ne prononce la phrase qui allait me faire basculer dans l'abîme. Tu n'es pas son petit ami, après tout. Mon cœur s'est brutalement serré, comme si une main invisible venait de le broyer. Ma respiration elle-même est devenue difficile. Son assurance et son ton sans appel m'ont cloué sur place, incapable de prononcer un seul mot pour me défendre. Je n'ai pu que la regarder aider Luna à se lever, en déclarant d'une voix qui n'admettait aucune réplique. Viens Luna, ne l'écoute pas. C'est moi qui t'emmène. Elle a ensuite soutenu Luna pour sortir de la salle à manger. Je suis resté là, pétrifié. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir, puis se refermer. J'ai entendu le moteur de la voiture démarrer, puis le son s'éloigner de la villa. Quand le bruit a finalement disparu dans la nuit, la grande villa a sombré dans un silence de mort. Ce silence était comme une toile d'araignée géante, m'emprisonnant fermement, me faisant ressentir une panique sans précédent. Je me suis rassis à table, le regard perdu sur les plats qui refroidissaient. Mes pensées étaient un véritable chaos. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, puis une idée folle a germé dans mon esprit. Elle a rapidement envahi tout mon être, oui, fuir, partir avant leur retour, s'enfuir au plus vite, disparaître un moment, ou attendre que Luna explique la situation à Isabella. D'un bond, je me suis levé de ma chaise. Tel un animal traqué, je me suis rué à l'étage et j'ai fait irruption dans ma chambre. En vitesse, j'ai fourré quelques affaires dans un sac. J'ai fouillé mon tiroir à la recherche de mon passeport. Et de toutes mes cartes. Je devais fuir, et tout de suite. Pas une seconde de plus. Je n'osais même pas prendre la voiture. Je craignais qu'Isabella ne me retrouve rien qu'avec la plaque d'immatriculation. Je n'avais que mes jambes pour m'enfuir, dans une course désespérée à travers ce quartier immense. Une seule image hantait mon esprit, Isabella, brandissant un rapport de test, son visage vide de toute expression, me demandant des comptes. Je n'avais pas d'autre choix que de courir de toutes mes forces vers le portail de la villa. Maudite propriété, pourquoi fallait-il qu'elle soit si grande? Je pestais intérieurement tout en tirant ma valise derrière moi. Le cliquetis incessant des roulettes résonnait sur le pavé lisse. Dans le silence de la nuit, ce bruit était assourdissant. Trop d'affaires. C'était si lourd, si épuisant. Mes poumons me brûlaient. La sueur de mon front coulait dans mes yeux, une brûlure douloureuse. Enfin, les portes majestueuses de la villa se sont dessinées au loin. Un immense soulagement m'envahit. J'ai accéléré le pas, mais à cet instant, deux faisceaux de lumière aveuglants ont transpercé la nuit, droit sur moi. Une voiture que je ne connaissais que trop bien. Elle fit un dérapage à 180 degrés, d'une arrogance folle, dans un crissement de pneus assourdissant, et s'immobilisa juste devant moi, me barrant toute issue. La portière s'ouvrit. Isabella descendit de la voiture. Sans même me jeter un regard, elle marcha droit sur moi. Son visage d'une beauté parfaite était impassible. Son regard était aussi glacial que les eaux de Sibérie. Elle m'a fixé jusqu'à ce que mon corps se mette à trembler. Mes mains et mes pieds sont devenus froids, mes lèvres frémissaient. J'ai encore tenté de m'accrocher à ma valise. Je demanderai au gardien de te la rapporter plus tard. Elle ne m'a laissé aucune chance.
Sa main s'est refermée sur mon poignet. Sa poigne était si forte qu'elle menaçait de me broyer les os. Nous avons plus important à faire. Elle m'a traîné sans ménagement jusqu'à la voiture. La portière a claqué, me séparant de cette valise qui contenait toute ma vie. De retour à la villa, elle garda le silence. Elle m'a tiré jusqu'au deuxième étage, jusqu'à sa chambre. Emph. D'un coup de talon, elle a refermé la porte. Une force puissante m'a projeté violemment sur le grand lit moelleux. Avant que je ne puisse réagir, un corps chaud et souple était déjà sur moi. Isabella s'est assise sur moi, puis s'est penchée. Dans ses yeux magnifiques flottait une émotion complexe, indéchiffrable. Elle s'est approchée. Son souffle chaud sur mon visage contrastait avec ses mots, qui m'ont fait basculer dans un abîme. Dis-moi, Mathéo, tu es vraiment plein de surprises. Avoir un enfant dans mon dos. Mon esprit s'est vidé. C'était donc vrai, elle savait. Ses doigts ont doucement effleuré ma joue. Son ton était un mélange de moquerie et de froideur. Pendant mon absence, vous vous êtes bien amusé dans ma villa, n'est-ce pas? Non, ai-je crié, horrifié. Ma voix était méconnaissable. Isabella. Isabella, écoute-moi, ce n'est absolument pas ça. Nous n'avons rien fait dans la villa. C'était un accident. Je te le jure, c'était un accident. Tel un condamné attendant sa sentence, je cherchais désespérément à me justifier. Isabella vit la panique dans mes yeux, puis soudain, elle éclata de rire. Ce rire n'avait rien de la fureur meurtrière à laquelle je m'attendais. Il était au contraire, empli d'une étrange compréhension. Bien sûr que je sais que c'était un accident. Ces mots me laissèrent sans voix. Si tu l'avais fait exprès, ton corps serait déjà en 1000 morceaux. Avant même que je puisse digérer sa menace, ses doigts se resserrèrent sur mon menton. Une lueur féroce que je ne lui connaissais pas s'alluma dans son regard magnifique. Ce n'était pas de la colère, mais une volonté de gagner, une rage de vaincre. Je ne suis pas convaincu. La voix d'Isabella était grave, mais elle résonna comme le tonnerre à mes oreilles. Mon propre mari. Je n'ai même pas encore eu le temps de tomber enceinte de lui. Comment a-t-il pu être séduit en premier par cette petite gourmande? Elle se pencha vers moi. Son nez frôlait le mien. Son souffle chaud se mêlait à son parfum glacial, créant une attraction absolument fatale. Non, cette nuit, c'est moi qui dois tomber enceinte. Ma tête a explosé. J'étais complètement perdu. Qu'est-ce qu'il se passait? Le problème n'était plus mon erreur, mais une sorte de compétition. Mon instinct de survie m'a poussé à me débattre. J'ai posé mes mains sur le lit, tentant de la repousser pour reprendre un peu le contrôle. Isabella, écoute-moi. Écoutez quoi? Agis. Elle ne me laissa aucune chance de répliquer. Le poids de son corps s'abattit sur moi. Ma pauvre force n'était rien face à la sienne. Mais je devais au moins me battre pour le peu de dignité masculine qu'il me restait. Je veux être au-dessus. J'ai serré les dents pour faire sortir cette phrase de ma gorge. C'était une question de fierté. Isabella observa mon air à la fois déterminé et impuissant. Elle parut d'abord surprise. Puis, un sourire moqueur se dessina au coin de ses lèvres. Contre toute attente, elle s'écarta. Elle s'allongea sur le côté, la tête appuyée sur sa main. Elle me regardait calmement. Son regard semblait dire « Très bien, montre-moi ce que tu vaux ». J'ai pris une profonde inspiration, je me suis retourné et l'ai plaqué sous moi. 1 heure plus tard, j'étais étendu à ses côtés, complètement épuisé. Chaque muscle de mon corps hurlait de douleur. Assez, Isabella. Ma voix était rauque, presque un sanglot. S'il te plaît. Reprends le dessus. Isabella éclata de rire. Elle se retourna, reprenant sa position dominante. Cette nuit-là, j'ai découvert sa puissance terrifiante. Le lendemain, la femme a réveillé. Ou plutôt, la faim et une douleur qui me donnaient l'impression d'être disloqué. C'était comme si un camion m'avait écrasé une dizaine de fois, surtout mon dos. Je ne le sentais presque plus. Je me suis appuyé contre le mur, descendant les escaliers pas à pas. Mon corps entier était vidé de toute énergie. À peine arrivé dans le salon, la porte d'entrée s'est ouverte. Luna est entrée. Elle m'a vu, le dos voûté par la douleur. Un sourire narquois apparut sur son visage pâle. Puis son regard m'a dépassé. Elle fixait Isabella, qui descendait lentement les escaliers. Cette dernière avait perdu son sourire et son air enjoué. Elle a marché jusqu'au centre du salon, s'arrêtant comme pour déclarer une vérité absolue. Ce qui s'est passé. C'est passé. Di Matteo doit assumer la responsabilité de mon enfant. Son regard s'est tourné vers Isabella. Un sourire s'est même dessiné sur ses lèvres. Un sourire. Plein de provocation, une satisfaction et une intimité malsaine. Isabella, cette fois, c'est une bonne chose. Nous deux, sœurs, pouvons devenir encore plus proches. Isabella était déjà à mes côtés. Sa main s'est posée sur mon dos endolori. Elle m'a attiré contre elle, puis a levé la tête pour foudroyer Luna du regard. Son regard était si glacial qu'il aurait pu vous pétrifier sur place. Tu dois assumer tes responsabilités. Et comment? En l'épousant. Ce n'est pas la peine. Luna secoua la tête. Je ne veux pas briser son mariage. Mais ce bébé est le mien. Et son père doit aussi m'appartenir en partie. L'atmosphère est devenue glaciale en un instant. J'étais pris en étau entre ces deux femmes. J'avais l'impression d'être un morceau de viande sur le billot. Chacune tenait un couteau, se disputant pour savoir par où commencer et comment me partager. Je suis son épouse légitime. Isabella a posé les bases d'un ton qui n'admettait aucune réplique. Luna a simplement fait la moue.
Elle n'a pas protesté. Elle détenait l'atout maître, le bébé. Ce qu'elle désirait, ce n'était pas un titre, mais un pouvoir bien réel. Elle croisa les bras, prête à négocier les termes. Isabella réfléchit un court instant. Elle proposa alors un arrangement d'une froideur implacable. Je ne suis pas une personne déraisonnable. Les lundis, mercredis et vendredis sont à moi. Les mardis, jeudis et samedis, il sera avec ton enfant. Toi non plus, tu ne veux pas te marier. Quand tu en auras besoin, tu pourras l'utiliser comme excuse. Mes paupières ont tressailli en entendant ça. Elle venait d'établir un emploi du temps pour moi. Et le dimanche, Luna a immédiatement repéré la faille, curieuse. Isabella et Luna se sont dévisagées. Des étincelles semblaient crépiter dans l'air entre elles. Finalement, elles ont prononcé quelques mots à l'unisson. Dîner de famille, ça te suffira, petite gloutonne? L'accord de paix était ainsi scellé. Et moi, dit Matteo, je passais officiellement de chef privé et mari d'une seule femme, à chef et mari partagés entre deux femmes. Luna est partie, l'air comblé. Avant de s'en aller, elle m'a lancé un regard qui disait prends soin de toi. Dans l'immense villa, il ne restait plus qu'Isabella et moi, avec mon dos qui menaçait de se briser. La nuit est tombée. C'était au tour d'Isabella, la partie dominante ce soir, d'exercer ses droits. Elle m'a poussé sur le grand lit, celui que nous avions pour nous seuls au deuxième étage. Avant même que je puisse me lamenter sur mon sort, un corps chaud et doux s'est glissé sur moi. Elle s'est assise sur mon torse, puis elle s'est penchée. Dans ses magnifiques yeux brûlait un feu que je ne comprenais pas, un feu qui me terrifiait. Mon cher mari, son souffle chaud caressait mon visage. Sa voix était douce et séduisante, mais elle me donnait la chair de poule. Ce soir, je t'offre un repas délicieux. Mon cœur a raté un battement. Je sentais que quelque chose de terrible allait arriver. Je suis allé chercher un livre de recettes très spécial. Elle m'a adressé un clin d'œil malicieux. Essayons de faire une petite Isabella cette fois. On ne peut pas laisser cette gourmande prendre de l'avance. Sur ces mots, elle a retiré le tissu de velours qui couvrait la table de chevet. Quand j'ai vu ce qu'il y avait sur la table, mon corps tout entier s'est figé. La bouteille en verre familière, dégageant une forte odeur d'alcool médicinal, la grande assiette d'huîtres charnues et ce plat de ragoût de cerf d'un rouge sombre. N'était-ce pas le fameux menu aphrodisiaque que le père de Luna m'avait servi? L'histoire se répétait d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Isabella a pris une huître, l'approchant de ma bouche avec un sourire de renard qui vient de voler une poule. Allez, mon mari, ouvre la bouche. J'ai secoué la tête, horrifié, mais mon corps était fermement maintenu par elle. Il m'était impossible de bouger. Incapable de bouger le moindre muscle, elle enfonça brutalement l'huître froide et glissante dans ma gorge. Juste après, un morceau de venaison, puis elle me servit une grande coupe de liqueur Hulang. Une chaleur que je ne connaissais que trop bien explosa dans mon estomac, se répandant aussitôt jusqu'au bout de mes membres. Mon regard se perdit sur le luxueux lustre de cristal qui pendait au plafond. 2 longues traînées de larmes d'impuissance coulèrent sur mon visage. Une autre nuit insoutenable m'attendait. Mon dos ne se redresserait probablement pas demain, c'était la fin.